Merci beaucoup, merci de cette invitation de la CAVP. J'interviendrai effectivement en historien, un historien soucieux de retracer les parallèles, mais aussi les différences entre les situations que je connais et celles du monde contemporain. Et je partirai du reste d'une question majeure du monde contemporain, c'est-à-dire la question de la transition environnementale. Et le sentiment qu'ont beaucoup de nos concitoyens que la crise qu'elle dessine est inédite. Elle est inédite par son ampleur, sa dimension mondiale, sa gravité, pour ne pas dire son caractère vital, par son urgence, par les questions qu'elle pose et les solutions qu'elle appelle en termes de financement, d'innovation, de comportements nouveaux qui doivent être pratiqués, et même, pour une partie des forces politiques contemporaines, une interrogation, pour une partie, une volonté de bouleversement et de recomposition de l'ordre économique et social. Donc toutes ces questions semblent sans précédent, elles semblent inédites, et pourtant, dans une large mesure, je vais essayer de montrer qu'elles font écho à un énorme précédent historique, ce qu'on appelait entre guillemets la question sociale, qui se posait, disons, en gros, autour de 1900. Pourquoi ? D'abord parce que cette question, elle était également mondiale, à une ère, je ne commenterai pas les slides, mais vous pourrez les regarder, à une ère dans laquelle nous avons vécu ce que certains historiens ou historiennes appellent la première mondialisation. Gravité, par ailleurs, de cette question sociale, par les menaces qu'elle posait à l'ordre social, c'est l'époque du terrorisme anarchiste, qui est l'ancêtre direct des formes contemporaines de terrorisme. C'est la période également de menaces de révolution qui évidemment mettait en cause l'ordre social, l'ordre politique. Il y avait également à l'époque, comme aujourd'hui, la nécessité d'établir de nouveaux comportements. Là non plus, je n'ai pas le temps de tous les détailler ni de les commenter, mais cet excellent livre que vous voyez ici détaille la racine de ce qu'on appelle aujourd'hui la revendication d'un commerce équitable qui était défendu par ces femmes de la bourgeoisie qui prenaient des boycotts des entreprises qui ne respectaient pas les lois sociales émergentes à l'époque. Du coup, ma question va être la suivante. Dans quelle mesure les réponses qui ont été données à l'époque, il y a donc un peu plus d'un siècle, sont-elles transposables aujourd'hui ? Et surtout, je crois que c'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, pourquoi et selon quelles modalités donnait-elle une grande place à la constitution d'un capital collectif, dont évidemment la capitalisation dont il a été question. Alors, je vais tout simplement donner quelques éléments de ce qui s'est passé autrefois, puis ensuite j'essaierai de discuter avec vous des leçons que l'on peut en tirer pour analyser le monde contemporain. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'époque ? Eh bien, il y a une manière de poser les choses qui est de montrer que d'une certaine manière, elles expliquent l'importance qu'a eu la publication en 1867 d'un ouvrage que vous connaissez tous, Le Capital de Karl Marx. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, Marx distingue de manière extrême deux catégories. D'un côté, les détenteurs d'un patrimoine professionnel, les entrepreneurs bien sûr, mais aussi les petits propriétaires paysans, les commerçants, les artisans, les professions libérales déjà à l'époque, et de l'autre, tous les autres. Ce qu'on appellera les salariés, que lui appellent les prolétaires, qui sont exposés sans défense aux aléas et aux accidents de la vie, faute de détenir un capital professionnel. C'est pour ça que le livre de Marx s'appelle « Le Capital ». Le capital, c'est la sécurité, c'est la protection. Pourquoi ? Parce que la norme de l'époque, norme politique, norme aussi morale, c'est d'être un travailleur ou une travailleuse indépendante. C'est de construire la protection sociale sur l'accumulation patrimoniale individuelle et d'abord professionnelle. Tandis que tout le reste de la population, donc ce qu'on appellerait les salariés, je vais y revenir, eh bien, sont des vulnérables. Être salarié, c'est être vulnérable. À cela, une principale exception, les ouvriers les plus qualifiés, main-d'œuvre précieuse, rare, qui prend du temps à se former et que les entreprises s'efforçaient de conserver en leur assurant déjà une protection sociale. Vous avez ici un tableau de constitution, plan de constitution de la retraite au sein de l'entreprise MAM
fabrique de livres à Tours à la fin du XIXe siècle. Donc, qu'est-ce que c'est la question sociale? C'est la résurgence d'une question plus ancienne encore, je vais le montrer. Comment donner une sécurité aux vulnérables? Cette problématique, elle est élaborée très largement à l'époque des Lumières. Condorcet, que vous connaissez tous, en donne une synthèse. Je ne vais évidemment pas lire le texte que vous avez ici. Qu'est-ce que je vais en retenir? D'abord, l'idée que de la détention de ressources professionnelles d'un capital dépendent la vie, la santé même du chef de famille, qui, s'il tombe malade, par exemple, entraîne dans la ruine son épouse, c'est un modèle évidemment masculin, et ses enfants. Deuxième idée, il résulte une différence très réelle entre cette classe d'hommes, ceux qui dépendent exclusivement de leur travail, et ceux qui sont détenteurs d'un patrimoine qui leur assure un revenu. Vous voyez, il y a déjà l'idée d'une division de classe qu'on va retrouver chez Marx. La menace pour ces travailleurs purs, c'est la misère. Et ce qui est intéressant, c'est la solution que préconise Condorcet. On peut détruire ce risque en opposant le hasard à lui-même. Et vous voyez l'idée de cette phrase, bon, c'est un style du XVIIIe siècle, c'est au fond de combiner deux formes de constitution de capital collectif. C'est pour ça que je donne ce nom à mon exposé. D'une part, l'épargne individuelle, et d'autre part, vous voyez, augmenter de celle des individus qui, en faisant le même sacrifice et en mettant chaque mois de l'argent de côté alors qu'ils ont des petits revenus, meurent avant le moment d'avoir besoin d'en recueillir le fruit. C'est le principe de l'assurance décès, c'est le principe de la capitalisation. L'idée de Condorcet, c'est d'assurer à ces vulnérables que sont les salariés la sécurité. Je vais y revenir. Cette volonté, elle va survivre, elle va se prolonger intégralement pendant plus d'un siècle et demi. En 1945, un certain Pierre Laroque se donne pour tâche de, je cite, « parer aux conséquences pour un travailleur de la perte du revenu qu'il tire de son travail, quelle que soit la cause de cette perte de revenu, qu'il s'agisse de la maladie, du chômage ou de la vieillesse, il faut lui donner un revenu de remplacement. » Ce qu'on appelle la sécurité sociale, c'est la création d'une institution avec un grand S qui instaure cette fameuse sécurité qui était chère à Condorcet. On dit familièrement la sécu, on a banalisé l'expression, mais quand elle est créée en 1945, la sécurité sociale, c'est vraiment la sécurité. C'est régler enfin le problème des vulnérables. Alors, quelles ont été les solutions proposées? Quelle place donne-t-elle à ce fameux capital collectif? Eh bien, première solution, elle nous concerne moins directement aujourd'hui dans la discussion, la constitution, au début de la Restauration, de la Caisse des dépôts et consignations et des caisses d'épargne. Inspiration directe par Condorcet, par les Lumières. C'est vraiment la matérialisation de ce projet. Quel acteur est ici placé au premier plan? L'État. C'est à cette échelle seulement, considère Condorcet, qu'une action peut être efficace. Et cela va déclencher tout au long du XIXe siècle une polémique farouche sur le risque causé par l'intervention de l'État. Vous voyez ici citation d'un économiste de 1901 sur, je ne vais pas la lire, mais vous voyez la fabrication d'un être somnolent, borné, qui aura un sort fixé d'avance, ne variant que dans d'étroites limites, etc., etc. À cette époque, la part du PIB transférée par la protection sociale, ou plutôt par l'assistance à l'époque, c'est 3%. Donc, fin du XIXe siècle, toutes ces questions qui sont anciennes, comme vous le disiez dans l'introduction, elles sont avivées par l'expansion numérique de la classe ouvrière et le fait qu'elle est soumise à l'entrée dans des usines de plus en plus mécanisées qui déqualifient de plus en plus ses ouvriers. Pour Marx, la seule résolution qu'il entrevoyait à la crise politique ainsi posée, une seule solution, la révolution. C'est ça le modèle du capital. Et Marx n'imaginait pas qu'une deuxième voie allait être parcourue, consistant à s'efforcer de donner
à ces ouvriers de plus en plus déqualifiés, prolétarisés, une sécurité. Et à cela ont concouru des forces politiques très différentes, des socialismes réformistes, mais aussi des milieux plus conservateurs, mais inspirés de tendances humanistes, sociales, également des mouvements sociaux confessionnels, de la part des mouvements protestants, juifs, mais également catholiques, avec en 1891 l'encyclique Rerum Novarum, des choses nouvelles, qui va être notamment à l'origine du syndicalisme chrétien. La question est celle des modalités. Qui va s'occuper de garantir cette sécurité? Les communes, qui dispensent au XIXe siècle l'assistance, les professions, comme en Allemagne, avec Bismarck, qui se sert de la protection sociale, des assurances sociales pour neutraliser le socialisme, les syndicats ou l'État. La solution prônée... Alors, le monde ouvrier se déchire sur ces questions, et celui qui est sa plus grande figure à l'époque, et qui évidemment reste connu, qui reste centrale aujourd'hui, celle de Jean Jaurès, participe activement au débat sur la création des, ce qu'on appelle familièrement les ROP, les retraites ouvrières et paysannes, en 1910. Et vous voyez que Jean Jaurès prône la capitalisation. Pourquoi ? Parce que la capitalisation, pour lui, c'est la constitution d'une épargne de grande ampleur, et c'est seulement à l'échelle de l'État que l'on pourra répondre à la question posée par les retraites, d'autant plus que l'État a déjà un précédent qui montre sa capacité, sa fiabilité, sa crédibilité. Et vous voyez que Jean Jaurès imagine même la force politique constituée par ce modèle. Si l'État commettait la folie de toucher à ses dépôts, il verrait se dresser contre lui comme une armée formidable les 5 millions de déposants. Et il y a aussi chez Jaurès l'idée d'une utilisation économique de ces sommes. Donc on est en plein dans des modèles contemporains. Alors je vais conclure sur les leçons que l'on peut tirer de tout cela pour aujourd'hui. Première leçon, l'importance des tâtonnements. Je vous ai parlé de la question sociale en la datant vers 1900. En réalité, c'est une question qui, pendant plusieurs décennies, a fait l'objet de tâtonnements. Tout le monde en parlait. C'était une question obsédante, c'était une question vitale qui engageait la survie du système politique. Tout le monde employait les mêmes mots, mais avec des contenus et des projets différents. Par exemple, la loi qui, dans les années 1880, légalise les syndicats en France, leur assigne plusieurs missions, y compris de constituer des systèmes de protection sociale. Et à cette époque, au bout du compte, deux grandes voies politiques sont proposées. Soit rester dans le système capitaliste et le rendre social. Aujourd'hui, la question, c'est de le rendre social et environnemental. Soit une solution radicale qui transformerait entièrement le fonctionnement politique et économique. Exactement la polarité qui oriente aujourd'hui le débat public et médiatique. Deuxièmement, une voie a fini par se dégager dans les pays industrialisés avec des dispositifs, et là votre exposé vient le montrer, qui, dans leurs grandes lignes, sont similaires, reposent sur des instruments similaires, mais prennent des formes incroyablement variées d'un pays à l'autre. Toutefois, une constante, c'est que ce qui s'est passé sous l'effet des solutions proposées pour répondre à la question sociale a été une véritable métamorphose de l'État. Et là, j'insiste sur ce point parce qu'on manque parfois du recul pour le voir. Ici, vous avez un graphique avec des courbes logarithmiques. Donc, en réalité, vous avez ici des évolutions exponentielles, notamment sur les dépenses de sécurité sociale, vous voyez en bas. Mais il y a une manière plus brutale, plus rapide de les résumer. Je vais vous donner la composition d'un gouvernement en 1905, très rapidement. Qu'est-ce qu'on trouve Quels sont les postes ministériels de 1905 ? Les finances, la justice, les affaires étrangères, l'intérieur. Je ne vais pas tous les lister. Mais ce que vous voyez ici, c'est que tous les ministères sont régaliens, à l'exception du ministère de l'Instruction publique qui fabrique le capital humain. Il n'y a
que des ministères régaliens. Et j'ai pris 1905 car vous avez ici le dernier ministère qui précède la création du ministère du Travail. Ce qui veut dire qu'à l'époque, les questions sociales, les grèves par exemple, elles se règlent du côté du ministère de l'Intérieur, voire de la Défense. Ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, c'est que l'État, qui était régalien, est devenu un État qui fabrique du capital humain et qui entretient du capital humain. Et c'est ça qui a permis le développement, que dans votre secteur d'activité vous connaissez bien, le développement de la part du salariat qui représente aujourd'hui 90% à peu près des emplois, alors que, vous voyez, je vous parlais de normes au début du XXe siècle. Ce qui a rendu possible le développement du salariat, c'est la sécurisation des salariés. Et ça n'allait pas de soi. Pourquoi ? Parce que tout ce dont je vous parle ici allait de pair avec l'idée de transformer l'organisation du travail. En gros, un ouvrier à la fin du XIXe siècle, c'est quelqu'un qui ressemblerait aujourd'hui à un artisan, c'est-à-dire très forte qualification, très forte autonomie dans l'organisation du travail. Ces ouvriers très qualifiés, il a fallu leur faire accepter un mode d'organisation disciplinaire dans les usines, avec notamment l'organisation du temps de travail, beaucoup de déqualification. On n'est pas encore dans les temps modernes de Charlot, mais il y a une transformation radicale. L'idée a été de leur faire perdre de la liberté d'organisation contre de la sécurité. La charte d'Amiens, qui est le socle fondateur du syndicalisme français, réclamait la disparition du salariat. Vous voyez, ça paraît très étonnant aujourd'hui. Le salariat était vu plutôt comme une malédiction, et c'est par les formes de protection sociale qu'il a pu s'instaurer. Alors, dernier point, qui est peut-être pour moi le point central, c'est que la voie prise sous des formes différentes, vous avez montré, Stéphanie Payet, les pays industrialisés, a vu converger des acteurs aux positions très différentes, voire hostiles les unes aux autres. Les forces politiques et syndicales radicales, celles qui réclamaient la révolution, qui rêvaient de la révolution, ont joué un rôle en exerçant une pression, en sensibilisant les milieux réformateurs, humanistes, confessionnels, et en exerçant une menace sur les plus conservateurs. C'est sous cette pression que les forces réformatrices, situées pour simplifier de la gauche modérée aux conservateurs sociaux, ont contribué à mettre en place l'ensemble des dispositifs de la protection sociale. Elles ont rallié les salariés qui ont accepté la protection contre la perte d'autonomie. Et vous voyez que de la même manière qu'aujourd'hui, tous les projets de réforme de l'État social impliquent une réflexion sur les nouvelles formes d'organisation du travail, de l'ubérisation, jusqu'aux revendications de liberté dans l'organisation de son temps, de travail à distance, etc. Les entreprises, elles aussi, étaient hostiles au développement de l'État social. D'abord, elles y voyaient tout simplement une charge de gestion. Et puis aussi, elles y voyaient une intrusion contre le droit de propriété et contre la liberté d'organisation du travail. Elles ne se sont ralliées que par pression de l'État, un État qui au début a agi beaucoup moins comme redistributeur de parts du PIB que comme législateur. Et avec notamment, et on le retrouvait dans votre exposé, mais aussi à l'échelle des entreprises, la question cruciale de l'obligation de cotisation, qui était un tabou à l'époque, et vous savez qu'elle demeure un tabou aujourd'hui aux États-Unis. Ça a été la grande bifurcation entre les États-Unis et les pays européens. Et cette convergence de forces, a priori incompatible, est sans doute la grande leçon à retenir. L'État social a pu se développer parce que les entreprises y ont trouvé leur intérêt à travers la stabilisation, la qualification et la santé de leur main-d'œuvre. Mais elles n'ont agi ainsi que parce que l'État les y a contraintes. Et cette contrainte elle-même n'a pu surgir que parce que les citoyens, comme aujourd'hui avec la cause environnementale, avaient été sensibilisés à une cause nouvelle, à une problématique gigantesque et menaçante, la question sociale. Et c'est cette résultante de forces contraires qui a produit la grande transformation du XXe siècle avec, dans ce mouvement, la création la production de ce capital mutualisé dont il est question aujourd'hui.